Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une micro-vidéo débrief que je vais essayer de faire en sorte qu'elle dure pas 1 heure, même si vous me connaissez, ça risque d'être long. Parce que les prochaines vidéos qui arrivent, ça va être les vidéos où on rentre dans le dur avec la pergola. Et je me rends compte en regardant les rushs que j'ai pas vraiment, c'était peut-être très certainement l'excitation de démarrer le chantier, mais j'ai pas vraiment pris le temps de vous expliquer un petit peu comment j'allais faire, et je démarre tout de suite dans le dur avec des accélérés, avec des trucs, même si je vais essayer de vous expliquer avec des petites voix off. À l'époque, j'avais pas pris le temps de vous faire un petit crowbar, je l'avais même pas pris pour moi, puisque j'avais fait qu'un crowbar vite fait sur un papier. Donc, j'ai décidé de vous expliquer quand même un petit peu le projet. Et je voulais pas mettre ça avant une vidéo parce que je me suis dit, oh là là, ça va faire 20-30 minutes de blabla avant de rentrer dans le dur. Donc j'ai voulu faire un petit débrief, et dans ce petit débrief, je vais vous montrer des images pour vous expliquer le projet. Alors, ça m'a pris quand même un peu de temps puisque je me suis repaluché pendant plus de 2 heures à synthétiser. Alors, j'ai pas fait une animation, je vous ai dit, on se prend pas la tête, mais j'ai refait quand même des plans SketchUp qui représentent pas la globalité du projet, mais qui vont vous permettre de comprendre au moins les assemblages bois, les assemblages de charpente. Et puis ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on va les débriefer pour que vous compreniez bien ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. Et puis après, vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, quand là on tapera dans le dur, eh bien je vous expliquerai quand même au fur et à mesure, mais au moins, au moment où vous me verrez faire les choses, vous vous direz « Ah oui, tiens, je comprends pourquoi il fait ça, parce qu'il nous avait expliqué que patati patata. » Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le dur, je vous explique, et puis je vous reprendrai comme ça de temps en temps. Alors, pour que vous compreniez un petit peu mieux, là, je vais vous montrer dans l'idéal comment j'aurais voulu que ça se passe. Dans la vérité, quand vous verrez la vidéo chantier, vous allez voir que au début, concernant les tenons des jambes de force, je me suis un peu gouré, j'ai fait des erreurs, ça m'a valu des casses, je vous l'expliquerai. Mais ce que vous allez voir là, c'est le résultat auquel j'arrive à la fin. Pareil, au niveau des encastrements des solives dans la vraie vie, au début, j'avais mis 5 mm de moins parce que je voulais que ça dépasse un petit peu, que ça me fasse une petite moulure, vous le verrez dans les vidéos. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me posait d'autres problèmes à la fin pour moiser le bois, enfin bref. Donc là, je vous montre vraiment, en gros, la version finale. Une première chose que vous allez voir et qui n'est absolument pas la version finale, c'est l'espèce de crowbar de situation que j'ai fait pour que tout le monde comprenne. C'est laborieux, j'ai fait ça à l'arrache vite fait, mais c'est plutôt un plan de positionnement pour que vous compreniez. Donc là, en gros, tout ce que je vous ai montré, c'est en gros le terrain vu du ciel. Alors les deux parties vertes, ce sont les massifs qu'on a de chaque côté. La partie beige, ce sont les pavés. Les petites parties marron, là au milieu des pavés, ce sont des massifs, des plantes, etc. Les deux parties rouges, ce sont donc le toit de la maison et le toit de la terrasse. La partie bleue, c'est la piscine. Et toutes les parties grises, ça va être tous les projets de pergola. Donc, toutes les pergolas que je vais fabriquer vont venir recouvrir les parties grises. Donc vous voyez, c'est vraiment un schéma, on va dire type écolier, un peu à l'arrache. Mais j'ai pas eu envie de chercher dans mes 2 millions de rushs si j'avais un plan drone, etc. C'est une erreur, j'aurais presque dû le faire avant de démarrer, mais c'est pas grave. C'est au moins déjà pour vous situer par rapport à mon terrain où c'est que les choses vont se passer. On passe tout de suite dans le vif du sujet avec le projet charpente en tant que tel. Le bois que j'ai choisi, c'est du pin Douglas, et c'est du Douglas de pays, donc en plus de venir de France, il est local. Je pense que ce bois a pas dû faire plus de 100 km en tout cas pour venir chez moi. Pour tous ceux qui se posent des questions sur le choix du bois que j'ai fait, les sections, tout ça, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de débrief où je réponds aux questions du premier épisode. Ici, bien sûr, on va quand même parler un petit peu de sections, mais ces sections, je vais vous les donner uniquement à titre indicatif, informatif, pour mon projet, et je vous conseille absolument pas de reproduire ces sections pour un projet que vous auriez chez vous, puisque, comme je l'ai expliqué aussi dans le dernier débrief sur les questions sur la terrasse, la coupe de cheveux que j'ai, c'est un truc de débile. Eh bien, chaque projet est différent, et pour déterminer les sections sur un projet, ça nécessite de vrais calculs. Donc voilà, je dégage toute responsabilité. Là, je vous les montre uniquement à titre
indicatif. Donc sur cette première illustration, on peut apercevoir le poteau. Alors là, j'ai pas noté les sections, mais c'est dans mon cas du 140-140, en sachant que j'ai demandé directement à mon fournisseur de bois, que je remercie et que je salue, puisque ce projet a été fait en collaboration avec le groupe Tout Faire, et notamment le magasin Tout Faire Bonne Part de Savigny, les copains. Je les salue, je les remercie de m'avoir accompagné sur ce projet, tant au niveau calcul, au niveau conseil, au niveau de tout un tas de choses, livraison, tout ça. Et on a déterminé ici des sections donc de 140 par 140 pour ces poteaux. Et j'ai bien dit à mon fournisseur que je les souhaitais raboter 4 faces. Tout Faire travailler avec des scieries locales. Et au moment de la commande, c'est important de le dire, parce que moi, je voulais absolument pas du brut. Pour faire une charpente de maison qui est non apparente, le brut, c'est largement suffisant. Pour faire des potagers en carré, le brut, c'est largement suffisant. Mais là, c'est vraiment des bois qui vont être sur ma terrasse, qu'on va toucher, qu'on va tenir, on va tourner autour. Et je voulais vraiment du raboter. Et je ne voulais pas le faire moi-même. Non pas que j'ai pas la machine pour le faire, mais les scieries sont beaucoup plus équipées que moi et que vous, je pense, pour ce genre de choses, puisqu'ils ont des raboteuses 4 faces. Donc en gros, c'est comme si vous aviez une machine, une calibreuse, avec 4 appareils de toupie et des gros calibreurs sur les côtés. On rentre les cotes, la machine, généralement, c'est une commande numérique, elle se met aux bonnes dimensions, on passe le bout de bois et ça sort, c'est nickel chrome. Alors bien sûr, pour les charpentiers qui nous regardent, vous savez aussi que chez Mafel, il existe, c'est peut-être les seuls à le faire, je sais pas, mais il existe en tout cas des très gros rabots de charpente qui peuvent prendre jusqu'à 300-400. Ça fait le job, mais on est quand même moins précis puisqu'on n'a pas de surface de référence. Et en plus, c'est très long, c'est très laborieux. On ressort avec des sacs entiers de copeaux. Et sincèrement, je ne vous conseille pas du tout de le faire. Autant vous verrez, moi j'ai un petit rabot mobile sur mon chantier que j'adore, qui va bien pour faire 1 ou 2 ajustements. Mais je vous conseille surtout pas de commander votre bois en brut si c'est un projet qui a destination à être à hauteur d'homme, qui a être tenu, ou alors pour une charpente apparente, avec des gens qui vont toucher le bois, qui a pour vocation d'être peint, etc. Je vous conseille vraiment de choisir du raboté 4 faces. Alors c'est pareil, c'est un petit peu plus cher, mais croyez-moi, cet argent que vous allez donner, vous allez le récupérer fois 100 par rapport à si vous le faites vous-même. Voilà, premier petit conseil. Donc là, ici, on part donc sur une base de poteaux. Donc là, moi, j'ai pris des 2,50 m que j'ai ramené à 2,36 m. Donc j'ai recoupé les extrémités, j'ai installé des pieds de poteau Simpson, et ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Et donc la section c'est 140-140. Une fois que je me retrouve avec ces poteaux, eh bien la deuxième étape que j'ai à faire, ça va être de tracer mes coupes. Et moi j'ai opté pour un système moisé. Donc autant quand j'avais fait le poulailler, je voulais pas un système moisé, c'est-à-dire que je voulais simplement des pannes simples, comme on peut trouver sur une charpente. Autant là, je voulais vraiment un système moisé. Moisé, ça veut dire qu'on va doubler toutes les traverses et on va prendre les poteaux en sandwich. J'ai voulu le faire pour 2 choses. D'abord parce que comme ça, au niveau des assemblages, ça me permet donc de faire des sandwichs, de venir percer l'ensemble, de mettre un boulon traversant. J'aime beaucoup ça. Ensuite, ça va m'augmenter la rigidité, la stabilité de l'ensemble et la capacité de charge de l'ensemble, ce qui n'est dans mon cas absolument pas nécessaire. Quand j'en parle aux charpentiers, ils me disent tous « Putain, sur tes pergolas, tu pourrais faire 2 étages de plus. » Mais je ne l'ai pas fait que pour ça, puisque vous savez, comme je vous le martèle depuis des années sur ma chaîne, quand on fait un projet, il y a 3 choses à prendre en compte: qualité, technicité et esthétisme. Et moi, je voulais certainement pas un petit truc comme on trouve dans les trucs de bricots où c'est tout en pain autoclave avec des tout petites sections, tout est tiré sur la came. Mais je voulais quelque chose de massif, je voulais quelque chose de beau, je voulais quelque chose de cossu, je voulais vraiment quelque chose de, à la fin, qui ait de la gueule, quoi, qui fasse travailler, assemblage et tout. Et donc, pour ça, le moisé, c'est super. Donc, j'ai décidé de les moiser, et pour cela, eh bien, il faut de chaque côté de mes assemblages de poteaux que j'enlève des bouts de matière pour pouvoir prendre ce poteau en sandwich. Donc, en haut, on voit bien que j'enlève un bout de chaque côté. Donc ça va accueillir les pannes. Donc, les pannes qui vont supporter ensuite les solives de pergola, les dernières solives, les solives finales qui vont donner tout son esthétisme. Un petit peu, c'est un peu la partie, pas toiture, mais vraiment charpente tout en haut. En dessous, on a
a une autre moise intermédiaire, donc je renlève encore à 120 mm en dessous, je renlève encore une autre moise intermédiaire pour pouvoir venir, là ça c'est plus des assemblages de solidarité qui vont tenir les espacements, les contreventements, etc. Et justement pour renforcer les contreventements et ce côté esthétique, eh bien vous voyez en dessous, je fais encore 2 mortaises pour pouvoir venir y caler des jambes de force qui vont être là aussi pris en sandwich par les moises. En sachant que toutes les jambes de force vont être tenues à la cheville, il n'y a quasiment pas de vis dans cette installation, ni de clous d'ailleurs, elles vont être tenues à la cheville, donc j'achète des chevilles Acacia, moi je prends ça chez Foussier. Donc ils te vendent ça soit à l'unité, mais enfin soyons sérieux, soit par paquet de 20 ou de 40. Donc on perce, comme vous allez le voir dans les vidéos, et puis on vient mettre une cheville à la tire, qui va avoir pour effet eh bien, de solidariser le tenon et la mortaise. Et pour les parties du haut, qu'une fois que mes pannes vont être prises de chaque côté du poteau, je vais percer de part en part et je vais mettre une tige filetée avec un boulon de chaque côté. Alors là, encore une fois, il ne s'agit pas d'une science infuse. Moi, c'est un procédé d'assemblage que j'ai choisi pour ma pergola. J'avais fait différemment quand j'avais fait la charpente du poulailler ou pour d'autres projets que j'ai faits, pour tout un tas de raisons. Mais ce genre de choses, après, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Il n'y a pas de notice particulière. Donc là, moi, je vous montre comment j'ai fait. Donc on voit bien ici qu'une fois que le bois aura été usiné, eh bien on a l'assemblage de charpente qui se dessine, on a toutes les entailles qui ont été faites ici. Donc là on voit bien tout de suite que le projet va pas être si facile que ça, puisqu'en tout j'ai quasiment 20 poteaux sur l'ensemble de mon projet, et que rien que là sur ce poteau, eh bien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes à réaliser, donc ça va être... voilà, il va falloir quand même prendre un petit rythme parce que c'est quand même du boulot. Donc une fois que j'ai réalisé ça, je vais commencer déjà à prendre d'autres bois, donc des solives de 45 mm de large par 145 toujours en douglas dans mon cas. Donc ça c'est typiquement du bois d'ossature, ça pourrait être du douglas, ça pourrait être de l'épicéa, ça pourrait être tout un tas de choses, ça marche absolument pareil. Donc dans mon cas, je crois qu'il y avait une partie en épicéa, une partie en douglas, pour pas dire de bêtises. Donc là, moi j'ai choisi de la section 45-145 et sur cette section, eh bien, je vais venir y tracer de chaque côté des entailles pour casser les angles. Alors pour casser les angles, c'est très simple, c'est un petit peu comme un nez de panne. Moi, je prends l'épaisseur de la panne, donc là, moi, ça fait 45, je la remets sur la tranche et ensuite je trace un 45 degrés et donc ça me donne ces deux parties blanches hachurées là que j'enlève dans un deuxième temps pour obtenir ce résultat. Donc en gros, ça me fait un petit décor en bout de panne. Alors c'est pareil, ce décor, il en existe des dizaines de sorts. Quand j'avais fait mes préaux avec Brindille, on avait fait ce qu'on appelait un décor lavoir. Donc c'est un peu mouluré, c'est un petit peu différent, mais là aussi, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Moi, des pièces comme ça, j'en avais des dizaines et des dizaines et des dizaines à faire. Et je me suis dit, attends, c'est déjà un projet un peu audacieux, donc je voulais pas partir dans des délires qui allaient me demander 2 mois de plus. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais prendre avec le même type de bois, donc toujours du 45-145, je vais préparer mes jambes de force. Donc là, je coupe des bouts d'1 mètre de long, et pareil, je vais venir tracer un tenon qui va pouvoir s'intégrer dans une mortaise, en essayant d'économiser le maximum de bois. Alors là aussi, c'est pareil, vous allez voir dans les vidéos que j'ai essayé tout un tas de techniques, scie à main, scie circulaire, scie sauteuse, multitool, etc. Et finalement, j'ai trouvé une technique qui a été impeccable, vous verrez ça dans les vidéos, pour pouvoir couper ça le plus proprement possible. Mais encore une fois, même si j'avais eu qu'une scie à main, ça aurait été réalisable, un petit peu plus laborieux, mais réalisable. Donc là, on voit bien quand même sur la partie hachurée le morceau que je dois enlever, et au final, bien, j'obtiens ça. Une fois que c'est tout bon, eh bien, je vais préparer mes poteaux. Alors là, encore une fois, c'est une image d'illustration, ça ne correspond pas à mon projet. Les assemblages correspondent à mon projet, mais on n'est pas du tout dans les dimensions réelles de mon projet. Là, je suis parti sur quelque chose de 2 mètres par 2 mètres pour que vous vous rendiez compte. Et c'est là qu'il faut être malin parce que, attention, en fonction de l'orientation des poteaux et des emboîtements, eh bien, il ne faut pas dire, allez, je fais tous mes poteaux pareils. Parce que les emplacements des jambes de force, en fonction de tout un tas de choses, ne vont pas se retrouver au même endroit.
Donc là aussi, j'ai failli faire des erreurs. Je vous conseille vraiment de faire comme moi j'avais fait, c'est-à-dire un calpinage et de noter le nom des poteaux. Ça, c'est le poteau 1 qui doit être comme ça, le poteau 2 doit être comme ça, etc. Parce que si vous vous dites tous les poteaux sont faits pareil, et ben là, c'est sûr que vous allez droit à la catastrophe et que vous allez faire de la casse et du gaspillage. Donc une fois que moi j'ai repéré tous mes poteaux, là on imagine donc que je les mets en place, par exemple, que je les ai fixés sur des pieds de poteaux. Et sur cette petite illustration, je me retrouve avec 4 poteaux. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais venir présenter mes jambes de force. Donc je présente mes jambes de force et je les emboîte. Une fois qu'elles sont emboîtées, là je ne l'ai pas symbolisé, ne m'en voulez pas, parce qu'encore une fois, j'ai déjà pris ça vraiment pour illustrer, j'avais pas prévu de le faire, j'ai pris plus de temps pour vous, soyez indulgents, mais en réalité, vous allez le voir dans la vraie vie. Là, je perce, là aussi, je perce l'ensemble avec une technique donc à la tire, je vous expliquerai au moment de le faire. Et puis, je fixe ça avec une cheville bois. Donc souvent, c'est de la cheville en acacia ou en chêne. Moi, les chevilles que j'utilise, que j'aime utiliser, c'est de l'acacia. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je fixe l'ensemble sur mes poteaux, je fixe l'ensemble de mes jambes de force. Et quand j'ai fixé l'ensemble de mes jambes de force, eh bien, je vais venir fixer mes traverses basses. Je commence toujours par mes traverses basses, moisées, donc qui vont prendre en sandwich mes poteaux. Alors, pourquoi je commence par ça ? Parce que le fait de commencer par ça, ça va déjà commencer à me permettre de mettre de niveau mes poteaux et d'avoir le bon écartement, le bon espacement. Parce que quand je mets mon poteau sur mon pied de poteau, il tient sur rien. C'est-à-dire qu'il est fixé par le bas, mais au premier coup de vent, enfin voilà, il est complètement il est en roue libre. Il n'y a rien qui le retient. Il est ni d'aplomb, ni de niveau dans un sens, ni dans l'autre. Il n'y a rien du tout. Donc le fait déjà de venir mettre les moises latérales, les moises en partie basse, eh bien ça va déjà me constituer comme une échelle et ça va me permettre, en tapant à droite, à gauche, en fonction des écarts que je veux, eh bien d'avoir le même écart en bas, en haut et d'avoir déjà au moins des aplombs dans un sens. Et puis, donc je vais venir fixer tout ça et je vais venir aussi, pour maintenir le contreventement, fixer mes jambes de force qui vont permettre que mon bois ne vacille plus de droite à gauche. Et puis, bien sûr, je vais décider dans un deuxième temps, comme vous le voyez sur les parties hachurées, de repérer les parties à couper et de les couper. Alors là aussi, j'ai fait plein d'essais de coupe et au final, j'ai trouvé une bonne solution. Vous verrez ça dans les vidéos. Donc, je décide en gros de couper le surplus. Je préfère toujours faire comme ça, quitte à me dire je gaspille un petit peu de bois qui n'est jamais vraiment gaspillé, puisque là ce n'est pas du bois traité et tout le monde sait que j'ai un four à pain, un four à bois, donc ce bois je le garde, je le refends et je m'en sers pour faire des bons gratins, des bonnes pizzas. Donc tout ça pour dire que je préfère garder un petit peu de hauteur plutôt que d'être trop bas, parce que si je décide de couper tout à 45 degrés tout de suite et qu'au final je me rends compte que tiens là je m'étais trompé, je suis un petit peu plus bas, je suis un petit peu plus haut, je suis pas vraiment à 45, etc. Je suis marron, alors que là, une fois que tout est fixé, tout est moisé, c'est bien plus facile pour moi de recouper dans un deuxième temps. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je me retrouve avec ce genre de choses et je vais faire exactement la même chose pour les pannes du haut. Donc, celles du haut, je ne les appelle plus, c'est toujours du bois moisé, mais je les appelle plus des travers, je les appelle des pannes parce que c'est elles qui vont accueillir. Sur une charpente traditionnelle, ce sont ces bois qui accueilleraient, par exemple, les chevrons. Moi, ici, c'est pas du chevron, c'est de la solive, mais c'est la dernière panne, en gros, avant le chevronnage. Donc, l'installation de ces pannes est très importante, puisque de même que pour mes traverses, eh bien, ces pannes supérieures vont servir à relier mes différentes échelles que j'avais déjà faite. Et donc, là aussi, parce qu'une échelle, quand elle est faite, elle peut plus bouger dans un sens, mais elle peut toujours bouger dans l'autre. Donc là, ça me permet de solidariser le tout, de tout mettre cette fois d'aplomb. C'est un travail assez laborieux. Là, vous verrez dans les vidéos, mais je vous conseille d'être deux, parce que c'est toujours bien, pendant qu'il y en a un qui a l'escabeau, de l'autre qui met le niveau, c'est quand même vraiment plus facile. Et puis, une fois que c'est tout bon, on met des serre-joints, on perce tout, on boulonne tout, et donc on se retrouve avec une structure, comme vous le voyez là, qui est parfaitement d'équerre, qui est parfaitement d'aplomb, qui est parfaitement carré, et là, avec le nombre de jambes de force qu'il y a et le nombre de traverses qu'il y a moisées, ça ne bouge plus d'un poil. Donc je me retrouve avec ça, et puis c'est la même chose. Je viens tracer mes jambes de force qui dépassent, je les coupe. Donc
une fois que l'ossature est terminée, il ne me reste plus qu'à mettre mes solives par-dessus. Alors là, c'est pareil, il faut mettre la première, la dernière, calculer les entraxes, les écartements, se dire « Ah tiens, si je les serre trop, ça va pas être beau. Si je les serre pas assez, c'est pas beau. » Et puis, pensez aussi à ce que vous allez y mettre. Parce que bien évidemment, ce genre de structure, moi, elle est à plat. Elle est absolument pas destinée à accueillir une toiture, même si dans l'absolu, on pourrait peut-être y mettre un petit bout de bac acier, etc. Mais là, c'est pas ce que je veux faire. Mais par contre, je pourrais avoir envie, comme je vais peut-être certainement le faire dans un deuxième temps à certains endroits, de venir y mettre un canis. Alors pareil, un canis de qualité, hein, pas un truc bling bling, machin, mais maintenant il y a des très très bons canis de qualité. Donc je pourrais venir y mettre un canis de qualité pour venir faire un ombrage. Je pourrais aussi y faire courir, comme on fera certainement dans 2-3 ans en fonction de la hauteur de la végétation, venir y faire courir du fil de fer pour que les plantes viennent courir dessus, recouvrir tout ça, du lierre ou quoi que ce soit. Attention, toujours quand vous faites ça, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, à bien vous rapprocher de vos horticulteurs, de vos pépiniéristes, de vos paysagistes pour bien choisir des modèles de plantes qui vont être compatibles et qui vont pas être trop invasives et foutre un bordel monstre. Je pense par exemple à la glycine qui est absolument merveilleuse mais qui a une force telle qu'elle est capable de tordre de l'acier et de casser du bois. Donc là aussi, il faut bien réfléchir à pas se dire, tiens, on va mettre une magnifique glycine, ok, c'est génial, mais la glycine, quand elle aura 10-15 ans, elle va peut-être complètement éclater la pergola. Donc, il va falloir bien réfléchir à tout ça. Donc là, moi, dans mon cas, pareil, même section, 45-145, et j'y colle une pergola. Et donc, bah voilà, le projet est terminé. Il ne me reste plus qu'à le peindre. Là, je vous montre des vues de différents ensembles. Et on constate bien à travers ces vues que, esthétiquement, la moise prend tout son sens, puisqu'on arrive à quelque chose de cossu, mais avec des sections qui sont quand même relativement contenues, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose de trop gros, de trop massif, de trop bourrin, mais c'est assez équilibré, c'est cossu, c'est joli, et puis, même vu du dessous, on voit bien que ça fait pas quincaille, on est bien loin d'un truc, et encore une fois, il s'agit pas juste de dire, de critiquer pour critiquer, mais on a un vrai projet de charpente, on a un vrai projet sur mesure, on a quelque chose, quand on le voit de première vue, ça a de la gueule, on a de la qualité, de l'esthétisme, de la technicité. Alors, vous, encore une fois, en fonction des goûts et des couleurs, vous pouvez soit alourdir encore plus le projet en allant moulurer des choses, en faisant des jambes de force qui vont être arrondies. Vous pouvez vraiment pousser le vis à faire quelque chose d'encore plus joli, d'encore plus travaillé. Ou alors, en fonction de votre sensibilité, vous pouvez aussi plus le simplifier. Attention quand même, tout ce genre de projet de pergola bois, plus ça va être simplifié, et encore une fois, je vous parle ça d'expérience, c'est pas du tout une critique négative, c'est plutôt quelque chose de constructif. Dans tous les projets que je vois de partout ou alors auxquels j'ai participé, plus c'est simplifié, plus ça va avoir quand même tendance à être un peu... ça va faire un peu wish, quoi, en parlant poliment. Ça va faire un peu truc que vous allez chez Brico, 4 poteaux, 3 traverses, en toute petite section autoclave. Attention, parce que vous risquez vraiment de perdre cet effet. Toutes les fois que vous avez eu de la charpente apparente, si vous voulez quand même avoir un effet à la fin, qui est quelque chose qui est quand même joli, où on se dit waouh, putain, c'est quand même classe, il faut quand même un peu de bois, un peu de matière, un peu de section, il faut quand même un peu le travailler. Si vous simplifiez trop à l'extrême, ben, ça va être l'exemple, comme j'en ai parlé, pareil, en toute bienveillance, dans ma vidéo précédente où je réponds aux questions, ça va être l'effet pergola alu, quoi. 4 poteaux, un tour et puis terminé, quoi. Donc, attention à pas trop tomber dans l'ultra-minimalisme. Mais encore une fois, ça, c'est une question de goût et de couleur. Voilà les bichons, j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur le projet que je m'apprête à démarrer. Bien évidemment, j'ai fait des dizaines d'heures de film, donc ça va certainement s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. D'autant plus que, comme je vous ai dit, cette année, je me prends plus trop la tête, je vous partage mes passions, mes loisirs, mon quotidien, et je publie généralement dans l'ordre où je filme. Donc en plus, cette série devrait être intercoupée de tout un tas de débriefs, de
de tout un tas d'autres choses. Il y aura peut-être de l'ULM, il y aura de la 4L, il y aura peut-être des déplacements, des rencontres, etc. Mais en tout cas, vous devriez tout voir et ça me paraissait important d'avoir fait vraiment cette précision avec ces petits plans et l'explication du projet et du concept tel que nous on le voit, puisqu'encore une fois, tout le monde est différent, chacun ses goûts. Ça me paraissait important parce que quand vous allez voir démarrer les autres vidéos, eh bien ça démarre, c'est vrai, direct dans le dur. Et je vous dis, quand je regarde les rushs, je me dis mince, j'ai même pas pris le temps de leur expliquer. Donc voilà, c'est fait. Donc dans la prochaine vidéo, normalement cette fois, c'est sûr, je finis un petit coup de peinture sur la terrasse et on attaque les travaux de charpente. En attendant les bichons, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, ça me fait toujours plaisir, vous abonner si c'est encore pas fait. Et puis, prenez soin de vous, bricolez bien, bougez-vous, partagez-moi vos projets sur Instagram, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Moi, je vous dis à très vite. Allez, yeah!